Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de suivre cette édition de l'information sur Ivoire TV. Tout comme hier, l'actualité de ce mercredi 24 août nous emmènera à l'étranger. Et une fois de plus, c'est la Libye qui domine les débats avec la chute du régime Kadhafi qui se confirme. En Libye, l'on s'achemine irréversiblement vers la fin de la guerre civile qui secoue le pays depuis maintenant 6 mois. Hier mardi, les insurgés ont pris le contrôle du quartier général de Muammar Kadhafi à Bab el-Azizia et affirment contrôler 85% de la ville de Tripoli. Mais cette victoire significative reste encore incertaine dans la mesure où le guide libyen demeure toujours introuvable. Quartier général de Bab el-Azizia, le complexe fortifié de Kadhafi est désormais aux mains des rebelles. Après 4 jours d'affrontements ininterrompus, les forces encore loyales au colonel libyen ont fini par céder. Les rebelles ont alors enfoncé la dernière muraille de béton, dernier obstacle pour prendre possession de cet immense complexe et en détruire chaque partie, chaque symbole. Sur place, de nombreux corps jonchent sur le sol, il y a de nombreux blessés. Scène de joie, tirs de célébration, vœux de la victoire. Pour les rebelles, cette nouvelle offensive est peut-être l'une des dernières, celle qui pourrait marquer la fin du régime de Kadhafi. La rébellion contrôle désormais 85% de la capitale. Mais malgré cette avancée spectaculaire, un certain chaos semble régner et toujours aucune trace de Kadhafi. Ni l'OTAN, ni les rebelles ne savent où ils se trouvent. Seul informé, le président russe de la Fédération internationale des échecs, qui affirme l'avoir eu au téléphone et qu'il serait toujours à Tripoli. Et comme pour en ajouter un peu plus à l'incertitude qui plane sur la victoire des rebelles, Muammar Kadhafi s'est exprimé dans la nuit de ce mardi sur les antennes d'une radio locale de la capitale libyenne et dans son intervention, le guide libyen explique que la perte de sa résidence n'est qu'un repli stratégique avant d'appeler encore une fois à une résistance populaire. On écoute un court extrait de ce discours. Nous aurions pu répondre avec des tanks et avec l'artillerie et faire tomber Tripoli sur leur tête. Mais ce n'est pas ce que nous voulions. Nous, on ne vise pas les habitations, ce sont les traîtres qui le font et qui s'attaquent aux familles et entrent dans les maisons. C'est à toi, peuple libyen, de rétorquer et de sortir les habitants de Tripoli de cette situation. Alors, les événements s'accélèrent, vous le voyez bien, mais le Conseil national de transition, dirigé par Mustafa Abdel-Jalid, pourra-t-il stabiliser la situation très vite, s'il venait bien sûr à maîtriser le contrôle de Tripoli? Suivez l'analyse qu'en fait la rédaction. Bab el-Azizia a fini par céder. La forteresse imprégnable du guide de la Jamaria libyenne, Muammar Kadhafi, est passée ce mardi 23 août dans la soirée aux mains des rebelles du Conseil national de transition entrés à Tripoli depuis ce dimanche. Cette victoire impressionnante des hommes armés de Benghazi est perçue à travers le monde comme le signe définitif de la fin du règne du tombeur de la monarchie des Sanoussi après 42 ans de mainmise indéboulonnable sur le pays. Mais peut-on pour autant parler du commencement d'un nouvel ordre politique en Libye sous l'impulsion du CNT? Il serait encore trop tôt pour le dire car la configuration géotribale de cette ancienne colonie italienne est suffisamment complexe pour qu'un tel renversement de situation ne laisse des traces évidentes sur la vie de la nation. On le sait, si l'insurrection a connu un succès triomphateur à Benghazi, c'est assurément du fait de la légendaire opposition que la tribu des Warfala, autochtone de la région de la Cyrénaïque dans l'est du pays, a toujours nourri vis-à-vis du régime du colonel Kadhafi, et ce, dès les premières années de sa prise de pouvoir en 1969. Cette situation d'hostilité voire de défiance à l'égard du guide de la Jamaria était encouragée par le positionnement délibérément stratégique dont bénéficiaient les membres de la tribu Kadhafa, dont est originaire Muammar Kadhafi lui-même, au sein des grands cercles du pouvoir d'État. Aujourd'hui, la roue est en train de tourner. Et ceux qui sont actuellement en passe de contrôler les leviers du pouvoir d'État en Libye proviennent essentiellement de l'Est frondeur qui s'est toujours employé à créer des sources de conflits en vue de déstabiliser le régime de Kadhafi. Quelle sera l'attitude des Kadhafa, ethnie située au centre du pays et dont la loyauté au pouvoir vacillant du guide libyen est restée toujours intacte?
Le moins que l'on puisse dire, c'est que la tâche s'annonce rude pour les dirigeants du Conseil national de transition qui auront fort à faire pour éviter les foyers de résistance dans ces zones. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la tâche s'annonce rude pour les dirigeants du Conseil national de transition qui auront fort à faire pour éviter les foyers de résistance dans ces zones pro-Kadhafi et surtout pour amenuiser au mieux les risques de tension avec le centre du pays. Ailleurs sur le continent africain, des manifestations ont eu lieu hier mardi dans les rues du delta du Niger, région pétrolifère du sud du Nigeria, pour protester contre la pollution avancée de cette région par les compagnies pétrolières, dont la britannique Shell, qui est particulièrement pointée du doigt. Dans un rapport récemment publié par l'ONU estimait donc que le temps de dépollution de cette région s'avoisine à 25 ou 30 années. Halte à la pollution du delta du Niger, les déversements de pétrole commencent à exaspérer les populations locales. Villageois riverains y sont descendus dans la rue mardi pour protester contre l'installation de compagnies pétrolières. Premiers à être touchés par la pollution, ils demandent au gouvernement nigérian de faire pression sur des groupes qui polluent la récolte. Avant, nous pouvions prendre nos canoës pour se déplacer dans la région. À cette époque, le fleuve était encore rempli, mais depuis que Shell est venu, ce n'est plus possible. Shell a déversé de la boue partout et désormais tout est souillé. Nous ne pouvons plus pêcher. Selon les habitants, la compagnie pétrolière Shell, qui exploite la plupart des sites touchés par les marinois, est tenue pour responsable. Mais en cause, dans un récent rapport de l'ONU, plus d'1 millier de procès ont été intentés rien que contre Shell. Nous essayons depuis des années de négocier avec Shell de manière apaisée, sans recourir à la violence. Mais le seul objectif de ce groupe semble être de vouloir nous opprimer. Ils tentent de nous mettre à genoux. Nous ne nous laisserons pas faire. Les Nigérians réclament $1 milliard d'indemnités pour les pertes des moyens de subsistance. Une demande que le président Goodluck Jonathan semble vouloir honorer. Il a en effet mis en place une commission d'enquête. Objectif, réviser les derniers rapports de l'ONU et faire payer les sociétés pétrolières pour les fuites causées dans la région. Des fuites qui prendront, selon l'ONU, une 30aine d'années pour être totalement nettoyées. Hors du continent, la grande information, c'est à l'évidence la relaxation de Dominique Strauss-Kahn. L'ancien patron du FMI a été acquitté dans l'après-midi de ce mardi 23 août par le tribunal de New York dans l'affaire qui l'oppose à Nafissatou Diallo. La justice new-yorkaise a, pour justifier sa décision, relevé des allégations mensongères de la part de la femme guinéenne. Et cette victoire de DSK n'est pas du coup de l'accusation qui entend entamer une procédure civile auprès du tribunal du Bronx. C'est la fin d'une épreuve terrible et injuste. Je suis soulagé pour ma femme, mes enfants, mes amis. Il faut qu'ils sachent que leur soutien a été très important. C'est au cours d'une audience expéditive de 15 minutes que le juge américain Michael August a officiellement annoncé l'abandon des poursuites contre DSK pour crimes sexuels. Une audience durant laquelle le bureau du procureur est revenu sur les raisons qui l'ont poussé à abandonner les charges. Durant notre enquête, la plaignante n'a pas dit la vérité dans pratiquement tous les entretiens que nous avons eus avec elle, malgré nos demandes répétées qu'elle nous dise la vérité. Un grand soulagement pour sa femme, Anne Sinclair, qui affiche un large sourire à l'annonce du verdict. Une victoire aussi pour les avocats de Strauss-Kahn. Dès la sortie du tribunal, Benjamin Brafman salue le procureur pour sa décision. Pour le clan de Nafissatou Diallo, en revanche, c'est un coup dur. Comme la veille, Kenneth Thompson, lui, critique vivement Cyrus Vance. Il a refusé à une femme innocente le droit à la justice dans une affaire de viol. Et en faisant cela, il a également abandonné toutes les femmes qui auront ce genre de problème à l'avenir. Les charges sont abandonnées, l'appel est rejeté, la procédure pénale est donc terminée et Dominique Strauss-Kahn est un homme libre. Mais il n'en a pas pour autant fini avec la justice américaine. Les avocats de Nafissatou Diallo ont lancé une procédure civile devant le tribunal du Bronx. Avant de te dire au revoir, rappelons que ce 24 août 2011 marque le 20e anniversaire du mariage du couple présidentiel ivoirien Alassane Ouattara et son épouse se disaient oui. Le 24 août 1991 en France et 20 ans plus tard, les voilà donc au palais présidentiel d'Abidjan. Et donc très bonne fête de mariage au couple présidentiel Ouattara.
Voilà, c'est tout pour ce bulletin d'information. L'information continue sur votre site ivoiretv.net. On se retrouve demain pour un autre point de l'actualité sur Ivoire TV. Au revoir.